Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre accueil. Merci de l'invitation de la part du CN2R. Et je remercie notamment mes vieux camarades, jeunes garçons barbus, je ne sais pas pourquoi, Thierry et Guillaume, encore une fois pour leur confiance, leur invitation. Je suis ravi de voir les travaux du CN2R de l'intérieur. Je crois que moi, je suis admiratif de tout ce que vous êtes arrivé à faire en quelques années, parce qu'on est parti de loin dans le domaine du psychotrauma en France. Moi, j'ai connu l'époque avant, et on avait du retard, et je pense que vous avez contribué à peut-être pas rattraper tout le retard, mais en tout cas à accélérer beaucoup. Donc merci beaucoup et bravo. La question de l'éco-anxiété, vous avez vu, vous l'avez déjà beaucoup abordée. Je vais l'aborder sous l'angle du clinicien en partie, même si vous verrez qu'on n'en est pas encore à un stade d'élaboration très approfondie et notamment de recul scientifique vraiment assez limité aujourd'hui. Donc, en effet, je me suis intéressé au sujet depuis quelques années, au travers au départ de mon activité de clinicien autour de l'anxiété au départ, notamment troubles anxieux, troubles obsessionnels. Donc, lors des rencontres avec les patients, une thématique émergente. Et puis dans l'équipe de recherche, en partie de mon service, il y a une grosse équipe qui travaille sur l'environnement, les effets de l'environnement sur les troubles psychiques autour du professeur Chourov. Donc il y a des sujets de connexion comme ça assez évidents. Et puis par ailleurs, j'essaie d'avoir des activités un peu engagées sur le plan notamment de la politique locale. Et clairement, la question sociétale qui perce derrière cette question est majeure. Et mon idée, c'était dans la communication qu'on peut faire, à la fois de parler à des professionnels, parce qu'il y a une sensibilisation nécessaire, à la population générale un peu, et puis aussi aux élus, en effet, parce que je trouve que c'est peut-être un bon levier de parler de l'anxiété de la population pour convaincre des élus, parce qu'il y en a en effet beaucoup qui ne sont pas encore tout à fait convaincus ou qui restent sceptiques sur la nécessité d'agir, parce que si on leur dit que bon, on peut dire derrière, c'est des électeurs, mais en tout cas, il y a des populations qui sont inquiètes, très inquiètes, et qui demandent en effet une action. Ça, je pense, et il me semble que c'est le cas, qu'ils perçoivent le message. Et il y a des partis politiques aujourd'hui qui ont mis l'éco-anxiété dans leur programme, dans les programmes d'action autour de la santé, autour des sujets. Et je trouve que c'est plutôt bon, voilà, un petit levier qui vaut la peine. Justement, donc, pour aborder le sujet de ce qu'on peut appeler l'éco-psychologie aujourd'hui. Alors c'est très riche, vous en avez abordé beaucoup de ces aspects-là aujourd'hui. La médecine moderne qu'on voit toujours maintenant sous l'angle de One Health, une seule santé, la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement. Et là, on est en plein dedans sur ces sujets-là, avec des peurs émergentes. Ça a explosé en quelques années. Hein. On disait tout à l'heure, il n'y a pas de réaction, on ne sait pas comment agir. Moi, je trouve que ce n'est pas très étonnant pour quelque chose qui a à peine 10, 20 ans de prise de conscience réelle pour, en tout cas, la majorité de la population. Donc, il y a tout à construire, mais en même temps, on sait qu'il faut aller vite. Donc, c'est un challenge quand même très compliqué. Derrière ces questions d'éco-psychologie et en particulier d'éco-anxiété, il y a une question, on va dire, psychologique, psychopathologique, clinique intéressante de qu'est-ce qui est à la frontière entre le normal et l'excessif, voire le pathologique, parce qu'on va être vite d'accord sur le fait qu'être inquiet pour le climat, on disait 80% de la population, on montrera les chiffres, oui, mais heureusement, et voir, c'est pas encore assez. Donc, c'est pas le problème d'être inquiet qui pose problème, c'est quel est le niveau de souffrance qu'il y a derrière et quelles sont les actions à mener face à ça. Et puis, donc, on est vraiment au croisement de plein de disciplines, notamment de sciences humaines, de la médecine, mais vraiment de la psychologie, de la sociologie. Je pense qu'il y a même une dimension, on va dire, sans utiliser trop grands mots, anthropologique, voire philosophique. C'est aussi une des questions que je me suis posée très tôt. C'est comment des générations entières maintenant, puisqu'on parle beaucoup des jeunes, effectivement, on l'a vu à l'image, qui se sentent concernés, impliqués, comment une génération va grandir, se développer avec un message qui est que votre avenir est quasiment condamné, entre guillemets. Parce qu'évidemment, il y a tous les degrés de perspective de catastrophe, mais pour beaucoup, on a l'impression qu'ils vivent avec l'idée que leur avenir est condamné. Pas au sens de il va y avoir une catastrophe comme nous, on l'a vécu par exemple quand on avait l'idée d'une guerre atomique qui pouvait arriver, parce qu'on pouvait se dire on va pouvoir l'éviter, on espère. Là, a priori, pour certains, il y a pas on va dans le mur tous ensemble et avec un horizon qui se rapproche. Donc, de réfléchir collectivement sur qu'est-ce que ça veut dire pour cette génération-là,
même si, évidemment, personne n'a le fin mot de l'histoire, mais en effet, petit, maintenant, dès les années, en tout cas d'école primaire, ils entendent parler de ça, et il ne faut pas s'étonner qu'ils aient des réactions, et heureusement qu'ils ont des réactions. De même que je ne vais sûrement pas répondre à toutes les questions qui ont été soulevées tout à l'heure, la question des écrans, effectivement, et des modes de communication, je pense que c'est un autre enjeu majeur de ces générations, et donc de notre société, sur lequel, je crois, on est loin d'avoir encore suffisamment réfléchi, parce que ça, on peut considérer que ça bouleverse, moi je trouve vraiment en profondeur, bon, pas que les communications, mais vraiment la manière d'être au monde de tous les jeunes. Alors oui, je vais être... non, je suis surveillé dans le temps, donc je me méfie de ne pas être trop bavard. Je voulais commencer par des choses qui ont déjà été dites, mais un exemple des raisons qui font qu'on s'intéresse au sujet, qu'on est parfois très bouleversé, quasiment dans certains cas. Est-ce que vous savez quelle est la seule cause de mortalité corrélée à l'augmentation de température moyenne ? Je vous montrerai, il y a une étude grenobloise là, qui porte sur la population française. Dans le temps, rétrospectivement, quand on fait des corrélations, ils ont fait un calcul sur une vingtaine de causes de décès. Il y en a une qui ressort, et c'est la seule en analyse multivariée, comme associée en fait à l'augmentation de température. Vous avez une idée ? C'est ça, malheureusement, c'est le suicide mortel, puisque, bon, alors évidemment, regardez dans le détail, et ce n'est pas une corrélation de 100% évidemment, mais quand on met en lien tous les facteurs de risque associés à la mortalité, il y en a une qui ressort de manière très significative associée à l'augmentation de température, donc de décès, c'est le suicide. C'est un exemple de ces effets environnementaux sur la santé mentale, mais on en a déjà parlé. Donc je les ai résumés là, je ne vais pas les développer, mais il y a beaucoup d'aspects qui sont au carrefour des facteurs éco-environnementaux et de la santé mentale, avec des effets directs, indirects, multiples, qui sont des champs aussi d'investigation vraiment très importants. Et donc, dans le domaine de l'impact psychologique, on a vu émerger des mots nouveaux, MOT, dont l'éco-anxiété. Alors, je trouve que c'est important d'insister parce qu'on en parle aussi, en tout cas dans les médias notamment, grâce ou à cause du mot. Moi, je trouve que ça a été flagrant. Dès qu'on a dit éco-anxiété, tout de suite, ah, ben, c'est nouveau, donc on en parle. Bon, ça, c'est le côté médiatique, hein, c'est une chose, mais c'est quand même une façon d'aborder les sujets, encore une fois, pour les pouvoirs publics et pour un certain nombre de décideurs derrière. Et vous voyez, il y en a d'autres qui sont, à chaque fois, qui resteraient à définir, mais qui sont sur des concepts parfois vraiment nouveaux, enfin, qui correspondent à une situation nouvelle et qui vont parfois très loin, comme le survivalisme, par exemple. Il y a des choses qui sortent, je dirais, d'une certaine objectivité, mais il y a des phénomènes comme ça qui ont émergé. Et celui d'éco-anxiété en particulier, il n'est pas nouveau, hein, puisque en tout cas le concept est en gros hérité plutôt des années 1970. Le mot, alors je pense qu'il y a sûrement, c'est toujours difficile de faire l'archéologie des terminologies, mais il est apparu dans les années 90. Il y a une auteure franco-canadienne qui est Véronique Lepage qui semble avoir initié, et puis c'est apparu notamment dans les publications de l'American Psychological Association en 90 et quelques. Et il y a plusieurs termes anglais un peu équivalents, et aujourd'hui, donc il y a évidemment une explosion de son utilisation, et jusqu'à, je crois, récemment, hein, c'est cette année, il y a une définition dans le petit Robert, en l'occurrence, du mot éco-anxiété, qui désigne donc l'anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. C'est un peu raccourci. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est uniquement l'anxiété liée au changement climatique, au bouleversement en cours, ou est-ce que c'est tout ce qui est lié aux perturbations d'environnement? Bon, peu importe d'une certaine manière, mais on voit que maintenant, c'est un concept qui est assis, qui peut être réfléchi sous plein d'angles, philosophiques notamment. Et il y a des auteurs comme Glenn Albrecht en Australie qui a beaucoup contribué à cette réflexion du fait des observations de terrain, on peut dire, dans les populations australiennes. Mais bon, je ne vais pas reprendre là. Vous voyez quelques exemples de réflexion autour de ce concept de menace dite existentielle, hein, qui n'est pas simplement « je suis en danger sur voilà, ma sécurité physique à un moment donné », mais c'est
la menace qui pèse sur le monde dans son entièreté et donc dans mon rapport, encore une fois, à ma perspective existentielle. Alors, si on prend les observations qu'on peut faire avec notamment des personnes qui viennent consulter pour cela, hein, donc c'est un petit angle de vue, puisqu'évidemment, elles sont très peu nombreuses par rapport sûrement à l'ensemble de la population concernée, mais on peut reconstituer un espèce de parcours assez typique du vécu de ces personnes, donc qui ont une réaction face à une triple confrontation. J'essaie de résumer ça comme ça, que je vais passer en revue rapidement. La première, c'est la confrontation avec tout ce qu'on a vu là, les événements climatiques extrêmes qui sont à la fois de plus en plus nombreux et de plus en plus proches de nous. La notion de rapprochement est quand même fondamentale pour nos populations qui sont, en tout cas occidentales et métropolitaines, peu habituées à souffrir de l'environnement. Là, il y a une répétition de choses, alors sur les écrans, mais maintenant aussi souvent sur notre territoire, donc qui se répètent sous différents types. Hein. Donc là, j'ai juste quelques clichés, mais c'est pas un scoop. Sous leurs différentes formes, hein, notamment la pollution qui existait déjà depuis longtemps, et puis l'impact sur la température. Bon, c'est les fameuses cartes maintenant qu'on voit régulièrement l'été ou même quasiment en dehors de l'été. Là, j'avais pris celle-là pour faire une conférence à Nantes parce qu'il y a eu un pic de chaleur, je crois, jamais atteint à Nantes il y a 2 ans, où on avait 42 degrés relevés à Nantes au mois de juillet. Bon, c'est pas pour dire que la Bretagne n'avait pas été habituée à la chaleur auparavant, mais il y a un bouleversement, ne serait-ce que de la question de la température. Donc c'est ça qui provoque dans ces chocs, on va dire, une certaine saisonnalité. On voit des personnes qui viennent parfois consulter un peu après l'été à la suite de ces événements climatiques. Et le deuxième facteur saisonnier, on va dire, c'est la confrontation avec les données scientifiques, notamment les personnes qui ont déjà cette première confrontation vont chercher souvent des informations pour peut-être se rassurer au départ. Et malheureusement, en général, ça ne fonctionne pas puisqu'on tombe sur les données scientifiques actuelles ou récentes qui viennent malheureusement révéler toutes les perspectives catastrophiques. Alors je vais passer rapidement comme ça, on ne va pas s'appesantir, mais donc le fameux rapport du GIEC, il y a vraiment une saisonnalité post-rapport du GIEC dans ces prises de conscience. Bon, avec l'augmentation des températures, le pourcentage des populations déjà exposées ou qui vont l'être, la biodiversité, c'est souvent l'élément qui est le plus source vraiment d'angoisse pour beaucoup de personnes. Et dernier coup de l'âme, on peut dire la certitude que l'activité humaine est la cause de ces dérèglements. Vous savez que ça a mis du temps à s'installer, hein, ce discours-là. Moi, on a connu la période du climato-scepticisme quasiment généralisé, mais on ne sait pas. Bon, là, maintenant, on a, je pense, des preuves. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde a évidemment admis les choses. Mais c'est souvent cette confrontation-là qui rajoute le dernier coup dans la désespérance qu'il peut y avoir derrière. Et parmi les données, alors c'est pas une donnée qui est liée là au climat directement, mais ça fait partie des éléments environnementaux. Bon, j'en ai pris un au hasard, mais je sais que Dorothée est plus savante que moi sur le sujet. La question du plastique, l'envahissement du plastique. J'ai pris cet exemple-là parce que j'ai eu un patient dont le principal symptôme était l'obsession autour de l'envahissement du plastique partout. Et donc, pour avoir voyagé notamment proche de certains océans, il avait eu cette vision directe de la pollution généralisée. Et donc il y a un exemple scientifique, par exemple, qui est que le lait maternel est contaminé avec 76%, par exemple, des échantillons de lait maternel qui comprennent des particules de microplastiques. Donc c'est des exemples qui peuvent être la cause vraiment d'une forte réaction d'angoisse. Et puis la dernière, finalement, la troisième, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la confrontation aux autres, enfin, ceux qui n'ont pas soit compris, soit qui n'agissent pas, en effet, l'inaction plutôt des autorités, mais il y a aussi le risque du conflit générationnel, hein, les boomers. On sait bien qu'il y a des responsabilités qui peuvent être recherchées, actuelles ou anciennes, et donc c'est la confrontation au scepticisme, au déni, aux intérêts financiers et à la question de la désinformation.
donc qui ne fait en général qu'aggraver le sentiment de peur et de désespoir, puisque c'est ça qui conduira au fait qu'on ne changera jamais, qu'on va dans le mur, comme on dit, et personne ne réagit, et c'est le facteur d'angoisse. Alors, quand j'ai pris cette photo-là, c'était pas en pensant à Marseille, puisque j'aurais pas osé montrer des joueurs du PSG à Marseille, mais vous vous rappelez peut-être la scène de Mbappé quand on lui a demandé si le PSG ne pourrait pas aller à, je crois que c'était à Brest ou à Rennes en train plutôt qu'en avion. Il s'était écroulé de rire en disant que pourquoi pas en char à voile. Bon, évidemment, c'est le genre de réaction qui ne peut pas rassurer des éco-anxieux. Bon, je crois que depuis, ils ont pris le train. Je crois que finalement... C'est Nantes peut-être, oui, exactement. Voilà, donc c'est ça qui produit ces mélanges d'émotions, on dit bien, c'est la peur, mais aussi beaucoup d'émotions mêlées, donc de tristesse, de peine d'un côté, de culpabilité, de honte pour le côté je fais pas ce qu'il faudrait, notamment la frustration, l'impuissance et un fort ressentiment, voire un sentiment de colère, bon, qui est vraiment personnifié par exemple par Greta Thunberg avec je veux que vous ressentiez ce que je ressens moi-même pour que peut-être vous arriviez à vous mobiliser. Donc un message percutant, bon, qui reflète cette colère. Après, il y a d'autres, on va dire, produits dérivés de ces émotions sur lesquels je reviendrai pour en faire une analyse éventuellement un peu sémiologique, mais c'est des choses qui accompagnent et qui peuvent être un premier signe de retentissement pour la personne, au-delà de l'inquiétude, encore une fois, a priori tout à fait attendue et légitime. Alors, quelle est la tendance, on va dire, épidémiologique du sujet, même s'il faut être prudent avec les mots puisqu'on n'a pas de données. Clairement, il y a une tendance à l'augmentation, forcément, qui dépasse les tranches d'âge, parce que ça, vraiment, moi, depuis qu'on en parle de ces sujets-là, j'ai systématiquement des gens, je dirais, d'autres générations qui viennent me dire « mais vous savez, il n'y a pas que les jeunes, nous, on a toujours été inquiets, on est inquiets, les écologistes, il y en a depuis longtemps ». Certes, la grande différence souvent, c'est qu'ils étaient inquiets pour leurs propres enfants, leur descendance. Et moi, pour tout vous dire, je suis arrivé aussi à la question-là quand j'ai vu mes enfants, ils ont une vingtaine d'années, ben forcément, on se les projette dans le temps et c'est pas la même chose que de se dire bon, ben, c'est dans des siècles à venir. Donc l'extension à l'ensemble des situations et des tranches d'âge. Et puis bon, il y a l'effet supplémentaire sûrement de la crise pandémique Covid-19. Je ne vais pas reprendre en détail, mais beaucoup de choses ont sûrement précipité aussi certaines angoisses. Au point qu'on en arrive à ce que vous aviez évoqué tout à l'heure. Alors en fait, le CESE, il n'a pas donné des chiffres, il a repris... Enfin, il n'a pas créé d'études, enfin, ce que j'en ai vu, il a repris une enquête Ipsos de l'année dernière, je crois, donc qui montre qu'en effet, 80% de la population est inquiète. Alors moi, je n'appellerais pas ça de l'éco-anxiété, ou en tout cas de l'éco-anxiété pathologique, c'est un signe d'inquiétude et un signe de conscience, a priori. Donc à ce stade-là, je dirais que c'est plutôt un bon signal. Enfin, je fais très caricatural, mais on peut dire ça comme ça. Par contre, quand on regarde les chiffres un peu plus en détail, par exemple dans l'étude IFOP, il y a quand même des questions qui sont significatives. Un tiers des personnes, là, c'est quand même une part importante, considèrent que leurs émotions sont perturbées, enfin que leur état de bien-être est perturbé aujourd'hui par les émotions en lien avec ces perspectives climatiques, pour certains considérablement. Et alors la vraie question qu'on pose tout le temps, c'est l'influence sur le désir d'enfant, de parentalité, avec des générations qui sont, en tout cas, qui déclarent, parce qu'il faudra voir dans la réalité, peut-être renoncer au fait d'avoir des enfants dans ce contexte-là, pour les deux raisons. Je ne veux pas les exposer eux-mêmes à un monde en perdition, et je ne veux pas rajouter des êtres vivants, alors qu'on a déjà suffisamment de surpopulation sur Terre. Bon, ça se traduit par des choses qui sont souvent très poignantes. Hein. Des jeunes qui vous disent, moi j'ai vu des jeunes étudiants se dire, j'ai été stérilisé pour cette raison-là, enfin, qui se sont fait stériliser a priori pour cette raison-là. Bon, c'est ce qu'elles ont pu dire. Et puis une autre qui m'avait dit en consultation, ben, vous ne vous rendez pas compte, un bébé, c'est, je ne sais plus les chiffres, c'est 50 tonnes de déchets d'équivalent gaz carbonique, enfin, gaz à effet de serre. 50, bon, voilà, faire l'équivalence en se représentant ce que c'est qu'un bébé sous cette forme-là, ça montre qu'il y a quand même un impact mortifère quand même assez fort.
Bon, et c'est vrai que chez les plus jeunes, on a des chiffres. Alors, on a plus de données, c'est peut-être, il faudra le faire aussi chez tout le monde, mais avec ces niveaux d'inquiétude et de perturbation très fortes. Là, il y a une grosse étude mondiale sur 10 pays étudiés de la même façon dans le monde, 10 000 personnes. Ça reste une technique un peu de sondage, donc on n'a pas d'évaluation clinique, mais ça donne une idée de l'ampleur du problème. Bon, on peut prendre comme chiffre, par exemple, ça c'est la partie française, parce qu'il y a une partie française dans cette enquête, il y a 48% des jeunes qui disent l'humanité est condamnée quand même. Je trouve que c'est, alors évidemment c'est un peu rapide comme assumption, mais c'est quand même le signe de quelque chose de très fort. Donc, en moyenne, ce qu'on dit que les profils des gens les plus concernés, c'est les jeunes qui sont fragilisés évidemment par des troubles anxieux et dépressifs, probablement plus que les autres, qui sont concernés au sens de impliqués dans la cause, alors cause ou effet, on ne sait pas dans ces cas-là, mais qui sont au contact de l'information en tout cas et qui se sentent personnellement impliqués. Et il y a la question de est-ce que c'est pas un problème, très souvent on a le relativisme, c'est un problème de riches. Si vous avez le temps de vous occuper de savoir votre consommation de carbone, il y a peut-être d'autres choses plus préoccupantes dans la vie. Bah, clairement, cette étude comparative mondiale montre que ce n'est pas le cas, qu'il y a même plus de taux d'inquiétude chez les populations les plus exposées, en fait, c'est-à-dire dans le Sud en majorité, sur la planète qu'en Occident. En France, on a des taux élevés d'inquiétude, mais ou en Espagne, vous voyez ici, c'est les pays en rouge plus foncé, mais vous voyez, toute l'Amérique du Sud est concernée, les pays d'Asie, donc c'est pas qu'une préoccupation de riches, entre guillemets, pour faire la caricature. Je passe là-dessus. Donc la question clinique qui se pose, je l'ai déjà abordée, c'est est-ce que finalement, trouble ou pas trouble, normal, pas normal. Alors si on prend nos petits repères de cliniciens, enfin un peu nosographiques, est-ce que c'est une pathologie, enfin est-ce que c'est un ressenti qui peut être perturbant, douloureux? Oui, parce que ça en tout cas cliniquement on en voit, l'intensité de la douleur, la durée, le retentissement. Mais en gros, est-ce que le motif en lui-même ne justifie pas ça? Est-ce que c'est pas juste en fait un trouble, une adaptation difficile à une réalité? Et dans ce cas-là, on a un cadre qui existe dans la nosographie, c'est pas la peine d'en créer un de plus, c'est le trouble de l'adaptation, ou l'état de stress quand c'est vraiment un événement un peu plus brutal, ou est-ce qu'il y a un phénomène quand même particulier à cette entité? Je vais vous dire tout de suite pour ne pas créer trop de suspense, j'en sais rien, donc on n'a pas assez de recul pour trancher, mais bon, on peut essayer de construire un début de réponse, et donc de traiter un peu la question du diagnostic différentiel. Est-ce que c'est le trouble primaire ou une complication qui est importante? Donc, j'ai juste un petit peu avancé cette question-là. Quels sont les symptômes qu'on observe? Ils sont multiples, en fait. J'en ai vu beaucoup parmi les patients qui ont des troubles obsessionnels. Alors, peut-être qu'il y a un biais de recrutement parce que j'ai beaucoup de patients qui ont des TOC, mais il y a une étude là que j'ai reprise, je crois que c'est aussi une étude australienne qui a été effectuée chez des patients souffrant de TOC et qui montrait dans cette population que près de 30% des compulsions ou des obsessions de ces patients concernaient en fait la préservation de l'environnement. De manière plus ou moins directe, par exemple vérifier qu'on a bien éteint la lumière pour pas trop consommer, enfin des choses comme ça, de pas gâcher d'eau ou d'énergie. Donc vraiment une prévalence quand même importante de culpabilité, on va dire, hein, qui est un trait tout à fait classique dans les troubles obsessionnels. Mais donc il y a d'autres formes de symptômes, il y a des crises d'angoisse, parfois pour certains c'est vraiment un peu crise de panique, pour d'autres c'est plutôt le versant psychosomatique qui est mis en avant, enfin les symptômes physiques. La composante alimentaire, qui est, on voit bien pourquoi, souvent au cœur aussi de la restriction qu'on s'impose pour ne pas manger de viande ou pas pour tous les végétariens, mais qui est souvent une cause aussi vraiment d'interrogation de je peux pas, et donc je me restreins. Enfin, ça peut être évidemment le support d'un certain nombre de dérives, de troubles ensuite alimentaires. Et puis d'autres choses qui se rapprochent après de la dépression, évidemment. Donc ce qu'il faut envisager, je pense, avant de dire on va créer une nouvelle entité, c'est dans quoi ça peut rentrer. Et c'est là que je vous dis, moi, spontanément, on s'est dit, c'est un trouble anxieux, plutôt de type généralisé. Il y a une inquiétude sur une menace qui est réelle. Bon, et quels sont les symptômes? Ça ressemble à ça, mais je trouve que ce n'est pas non plus si net, parce qu'il y a d'autres éléments, je vous disais, notamment de type panique ou TOC.
Alors, je vais y venir sur le stress post-traumatique juste après, parce que c'était quand même le sujet. On ne peut pas beaucoup s'appuyer sur la littérature jusqu'à présent scientifique, parce qu'elle est assez pauvre, même si, vous voyez, il y a déjà plusieurs échelles qui ont été proposées déjà pour mesurer le phénomène. Alors, le phénomène, déjà, on ne sait pas exactement ce qu'il est, donc c'est compliqué de faire des outils, mais ça contribue quand même à la réflexion. Donc, il y a beaucoup d'échelles, et la dernière, une échelle de changement climatique, d'anxiété liée au changement climatique, qui reste maintenant à peu près... Enfin, qui est assez largement utilisée. Elle a été traduite en français. Vous en avez une version ici, mais c'est trop petit. C'est facile à trouver, hein, CCAS, qui permet d'explorer en un certain nombre d'items le concept qui est défini par certains auteurs hein, d'éco-anxiété. Et quand on l'utilise chez des sujets, plutôt là dans le cadre d'études cliniques, bon, vous voyez quelques exemples de à quoi est corrélée l'éco-anxiété. Il n'y a pas de grande découverte avec des symptômes dépressifs, avec des troubles du sommeil, avec une baisse de l'appétit. On est dans le versant dépressif hein, dans tout ça, et des éléments plutôt d'anxiété plus ou moins structurés, on va dire. Et la question que certains auteurs ont testée, c'est que finalement, est-ce que quand on a cette anxiété-là, est-ce que c'est plutôt un moteur, comme c'est le cas normalement des émotions qui sont faites pour réagir, notamment quand c'est le danger, quand c'est la peur face au danger, ou est-ce que c'est une inhibition finalement, puisque c'est la peur dépassée, comme on dit, pour le stress dépassé, l'anxiété pathologique, c'est notamment quand elle empêche d'agir plutôt que de pousser à l'action. Et ça a été testé un peu dans des modèles bon, un peu encore rudimentaires. Le résultat, c'est ça, c'est que, en gros, vous avez le lien entre l'éco-anxiété mesurée d'une manière dimensionnelle et des comportements pro-environnementaux, donc faire les gestes éco-citoyens, quelle que soit leur forme. Et donc, il y a en effet un lien. Alors, vous voyez, c'est un modèle un peu de chemin statistique. Donc, il y a une partie des sujets pour lesquels il y a un effet favorable, la flèche en verte, en bas. Et puis, il y a une flèche négative, en gros, qui est plutôt antagoniste de l'action pour certains sujets, en gros. Et les auteurs ont pu constater que cette partie-là était plus liée à des sujets qui ont une mauvaise, un sentiment d'efficacité, comme on dit, de self-efficacy, c'est l'efficacité personnelle, qui probablement peut être sous-tendu par des mauvaises estimes de soi, un syndrome dépressif. Donc on voit que c'est pas si simple que ça, hein, qu'il y a plusieurs évidemment phénomènes qui peuvent se superposer, certains plutôt favorables quand on est sûrement à un niveau tolérable d'anxiété et pas trop de facteurs de risque, et plus handicapants éventuellement, ou en tout cas perturbants, quand on a d'autres fragilités. Et donc la question du psychotrauma, puisqu'on est là pour ça un peu, bon, on est sur des concepts, on va dire, et vraiment en toute humilité, en quoi ça se rapproche du psychotraumatisme. Il y a la notion, je vous disais, parfois de confrontation un peu brutale, où il peut y avoir des vrais PTSD dans ces cas-là, quand on est soi-même exposé, mais quand c'est indirect, quand c'est des concepts qui concernent l'avenir, c'est moins évident. Et il y a des symptômes évocateurs aussi quand même de ce qui est décrit chez des personnes qui se rapprochent un peu du tableau typique du stress post-traumatique, la sidération parfois, les images qui reviennent, les cauchemars, ça c'est assez fréquent, et puis un impact sur le vécu émotionnel, le désintérêt et le sentiment d'avenir bouché là qui quand même se pose assez bien. Il y a des concepts vous avez dû voir, qui ont été proposés d'état de stress pré-traumatique, puisque en général, c'est un peu l'anticipation d'une catastrophe qui n'est pas encore arrivée. Et donc, pourquoi pas hein, théoriquement, c'est un peu aussi ce qu'on a dans l'anxiété généralisée, mais peut-être avec quelque chose de particulier, au sens de ça va nous tomber dessus, et c'est sûr que ça va nous tomber dessus. C'est quand même un peu différent que quand on a des doutes, simplement. Le côté irrémédiable, l'absence de maîtrise. On ne maîtrise rien. Alors, ce qui manque un peu là, c'est l'aspect sidération qu'on n'a pas a priori quand on n'est que dans le pré-trauma. Et puis, il y a aussi tout un volet qui ressemble plutôt au deuil, avec un deuil, tous les degrés du deuil aussi, normaux, pas normal. C'est la versant, vous savez, solastalgie, qui est plutôt aussi utilisée comme terminologie par certains, bon, et qui se voit chez notamment tous les militants de la cause écologique qui passent pour beaucoup, hein, ce qu'on en voit, par des phases vraiment d'effondrement, à l'image des craintes d'effondrement du monde. Ils ont nommé ça entre eux le burn-out militant assez souvent, et c'est d'ailleurs souvent ensuite eux-mêmes qui se prennent en charge entre eux, en faisant des groupes de parole et en ayant des actions comme ça collectives.
ils ont cette courbe-là qui me paraît intéressante. Enfin, il faut regarder dans le détail, mais c'est assez rigolo, c'est un dessinateur. Imprimée, elle est chez moi, elle est sur mes étagères. Bravo. Alors, il y a une étude récente, là, je crois qui a été publiée cette année, qui essaie d'aller un petit peu plus loin sur ces concepts-là. C'est une des seules, je pense, un peu sérieuses, puisque, bon, un grand nombre de sujets, mais bon, toujours études en ligne, avec, on n'est pas dans la clinique très, très approfondie, mais qui montre que dans une population australienne, vous voyez, dans ces cas-là, chez qui on retrouve des expositions à des événements climatiques chez à peu près la moitié des sujets, 54%, on trouve des chiffres non négligeables, selon les critères qui ont été utilisés, soit d'éco-anxiété, soit des stades de stress post-traumatique pour les événements en question, ou soit ils ont construit une échelle, en fait, un peu comme le PTSD, je ne sais plus combien de 10 items ou 15, 8, pardon, sur le versant pré-traumatique, en essayant d'adapter un peu les symptômes, mais c'est à peu près les mêmes dans une autre perspective. Et chez 15% des sujets. Ce n'est pas exclusif, ça ne s'additionne pas, parce que certains ont les deux, mais c'est pour vous montrer qu'on arrive quand même à mettre le doigt sur quand même une proportion non négligeable de sujets. Alors, s'il me reste encore un peu de temps. 5 minutes. Bah, ce serait bien, on Large. va y arriver. Donc, évidemment, derrière tout ça, c'est que faire de tous ces constats. On a peu de patients, mais il y en a qui consultent, et je sais que j'ai entendu que parmi vous, certains psychologues notamment ont mis en place je dirais un savoir-faire particulier, et je crois que ça vaut la peine, parce que la première réponse, évidemment, c'est de recevoir et d'écouter cette parole. Parce que la frustration, on a vu qu'elle venait souvent de l'absence de compréhension. Donc la première chose, c'est de proposer une écoute positive, et de, en gros, légitimer la parole de ces patients plutôt que d'avoir ces réponses sociétales assez brutales. Alors, l'accompagnement pour les personnes qui auraient un trouble anxieux ou un trouble dépressif ou même des symptômes un peu plus que l'anxiété normale, c'est ce qu'on sait faire d'habitude avec tous les patients qui sont dans des situations de stress, d'anxiété ou de troubles de l'humeur. C'est évidemment psychosocial notamment, l'accompagnement, les conseils, la gestion du stress et des émotions. Je pense que là, ça peut être tout à fait adapté. Alors, les conditions particulières peuvent être intéressantes. Se rapprocher de la nature, c'est évidemment logique, mais on sait qu'en plus, ça marche. C'est-à-dire que les espaces verts, les arbres, même en ville, c'est pour ça qu'il faut militer auprès des élus pour créer des espaces verts en ville, même dans nos banlieues. C'est vraiment majeur. Et il y a l'eau aussi, quand elle ne déborde pas, mais les espaces aquatiques, c'est aussi des espaces bleus positifs. Donc tout ça, ça a des effets tout à fait bénéfiques. Alors, pas radicaux, pas définitifs, évidemment, mais c'est ce qu'on appelle l'hygiène de vie émotionnelle. Après, s'il y a besoin d'aller plus loin parce qu'il y a un trouble, évidemment, on sait soigner les troubles anxieux, dépressifs, avec les différents outils qui existent, avec le message souvent de se dire, en plus, on porte le message de peut-être une certaine déconnexion. C'est un mot un petit peu fourre-tout, mais évidemment, il y a des jeunes qui sont, de par leurs activités, métiers ou études et leur engagement, plongés dans ces messages anxiogènes jour et nuit, ou en tout cas tous les jours. Et forcément, sans se dire on va mettre la tête dans le sable et on fait du déni, au moins sortir de cette surinformation permanente plutôt négative, c'est quand même une étape, à un moment donné, un sas un peu nécessaire, et il faut parfois les encourager à le faire, parce que spontanément, ils ont toute la culpabilité, etc., qui les empêche de le faire. Donc ça, voilà, c'était mes petits outils thérapeutiques classiques. Bon, la méditation, ça marche très bien pour ce genre de situation, mais tout ce qui va avec la nature. Oui, ça c'est le petit clin d'œil que je sors souvent à nos élus aussi, parce que je ne sais pas si vous avez vu cette étude sérieuse réalisée en Allemagne qui montre que plus vous habitez près des arbres, moins vous consommez d'antidépresseurs. C'est une corrélation aussi qui est pas massive, mais qui ressort. Donc c'est l'inverse. En gros, plus vous êtes loin d'un arbre, et même en ville. Donc ils ont mesuré à Dresde le premier arbre en Leipzig, pardon, le premier arbre près des domiciles des gens en cartographiant. C'est des géographes là aussi. Donc plus vous êtes loin, plus vous consommez d'antidépresseurs. C'est un proxy de vous avez besoin d'antidépresseurs. Bon, c'est vraiment pour montrer que ce n'est pas que des idées en l'air. Et donc le chemin qui est en général parcouru par, alors souvent là encore, les militants, les éco-anxieux qui peuvent en parler après coup, c'est en fait on a fait un parcours et le but c'est pas de se convaincre que tout va bien.
hein, ça y est, en fait, j'ai plus peur. Et le but, quand on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut répondre face à ces jeunes anxieux de l'inaction, c'est pas de leur dire que tout va bien, évidemment. C'est plutôt de leur dire qu'il va falloir agir, il va falloir convaincre, en effet, souvent d'autres personnes. Mais je crois que la première réponse, c'est de leur dire on compte sur vous aussi. Enfin, c'est vous qui allez faire, mais c'est vous qui savez en plus ce qu'il faut faire. Mais bon, les accompagnant autant que nécessaire. Et donc, le résultat de ça, c'est de... Il y a souvent une espèce de courbe comme ça, comme on disait pour le deuil, où on va se reconstruire avec une connaissance nouvelle qui est qu'effectivement, les perspectives sont à terme anxiogène, mais que le ici et maintenant reste investi par une certaine force de vie et qui va être ensuite adapté à chacun. Et donc, on a des choix de vie parfois déterminants ensuite, hein, de choix d'études, choix de déplacement, choix de mode de vie, qui vont être à la mesure de chacun. Et l'investissement, l'action, qui va essayer de combattre ce sentiment d'impuissance et de culpabilité. Les engagements, c'est vraiment ça, de toute façon, qu'ils vont finir par faire spontanément, mais qu'on peut encourager, parce que les éco-gestes, notamment personnels, je sais qu'il y a des données qui montrent que ce n'est pas suffisant, enfin, on en reparlerait, mais que souvent ce qui fonctionne, c'est le faire... c'est pas suffisant, ça dépend sur quoi, mais en tout cas sur l'amélioration du bien-être et du sentiment, je pense, d'efficacité, parce que c'est ça qui semble assez important. Ça passe par le groupe, le collectif, probablement parce qu'il y a une résonance comme ça de partager les émotions et quand même une vision du monde de manière tout à fait positive, en tout cas plus positive. Donc les choix de vie et l'investissement, et c'est vraiment très personnel, hein, c'est une association, c'est un parti, c'est souvent des collectifs maintenant, et ça peut être la recherche scientifique pour ceux qui veulent travailler sur la compréhension des phénomènes et de certaines réponses à trouver. Ça, c'est les éléments plus que j'ai empruntés à Roland Poinceau, qui a beaucoup travaillé sur la question au plan des thérapies cognitives et comportementales, pour montrer un peu l'utilisation des ressources dans les thérapies un petit peu de type ACT, vous savez, engagement et il m'en manque un. Et acceptation. Merci beaucoup. Heureusement qu'il y a des professeurs de psychiatrie qui répondent aux différents schémas de culpabilité, d'impuissance, etc. Et jamais avec l'idée qu'on va les supprimer, ces schémas, mais on va trouver une autre voie de coping, entre guillemets, de faire face à ces situations. Et puis un dernier point, juste pour de faire le lien avec les différents prismes qu'on peut avoir. Je pense que c'est un sujet qu'il faut porter sur... alors, sortir de nos, comme vous le faites vous, hein, sortir de nos hôpitaux, de nos cabinets, pour dire qu'il y a des enjeux sociaux, politico, anthropologiques derrière ces craintes émergentes, et que les réponses doivent être aussi du même type. Donc, comment on accompagne l'engagement des jeunes, c'est peut-être en créant des conditions d'associations citoyennes, d'aménager l'environnement pour que ça s'y prête. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, disait le monsieur le député, qui sont du domaine aussi, pas que dans la résilience, on va dire, aux événements eux-mêmes, mais aussi à aménager l'espace social pour faciliter le lien et surtout l'engagement collectif, et porter le sujet de cette crainte environnementale comme un sujet, je pense, politique, parce que c'est comme ça qu'on peut espérer une meilleure cohésion. Et bon, je vous dis encore une fois, même si c'est que pour l'enjeu on va essayer de convaincre les électeurs, mais je trouve que c'est un bon prétexte pour dire c'est comme ça qu'on investit le sujet au niveau politique général. Il y a des aspects économiques aussi derrière qui sont très importants. Donc voilà à peu près les conclusions que j'avais là, mais que j'ai à peu près fait le tour. Bon, sur le plan clinique, vous voyez qu'on est encore à un stade très préliminaire. C'est vraiment récent, ces phénomènes-là. Donc, il faudra normalement encore travailler le sujet des outils, enfin du concept, des outils, ensuite de l'épidémiologie, pour, à terme, c'est pas que pour faire de la science, c'est pour trouver les leviers et trouver les réponses thérapeutiques qui s'y prêtent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.